le niveau de confiance qu'on va co-construire là ensemble, on va l'emmener ensuite dans notre quotidien opérationnel. Et ça a énormément de valeur pour une équipe. Quand je pense qu'il faut que j'aille jusqu'à 60 ans. Musique douce et verre en main, on nous fera bientôt admettre que le travail est un plaisir. Inspiration collective, c'est un podcast pour inspirer et s'inspirer en équipe. Chaque mois, retrouvez en alternance une méditation collective et une inspiration pour collaborer différemment en équipe. Je vous souhaite de belles inspirations collectives. Aujourd'hui, je reçois Régis Belli. Régis, je t'ai rencontré dans le cadre du DU Intelligence Collective. Nous ne faisons pas partie de la même promotion, mais j'ai eu l'occasion de participer à l'une de tes facilitations. Et ce jour-là, je me souviens que j'avais beaucoup apprécié ta posture, j'étais même venue te le dire. Et depuis, je suis très curieuse de pouvoir échanger avec toi. Et avant cela, Régis, pourrais-tu commencer peut-être à te présenter et nous dire d'où tu parles ? Bonjour Sarah. D'abord, merci de m'inviter sur ton podcast. C'est un vrai plaisir d'avoir ces temps d'échange sur nos pratiques et nos métiers. Alors moi, pour me présenter et d'où je parle, je dirais tout simplement que je suis facilitateur en intelligence collective. Cette formation que j'ai vécue au sein du DU. Et aujourd'hui, j'ai on va dire une dominante, ou en tout cas une affection particulière pour tout ce qui va être dynamique relationnelle. Donc je travaille avec les équipes et les organisations en m'appuyant principalement sur les relations au sein des équipes pour accompagner des changements, accompagner des projets ou même juste les relations elles-mêmes pour apaiser les relations. Donc voilà, on va dire que je me présente sous cette casquette de dynamique relationnelle pour aider les équipes à mieux faire ensemble. Ok, merci. Et du coup, justement, aujourd'hui, j'ai fait appel à toi pour partager une piste ou une pratique. Aujourd'hui, quelle pratique souhaites-tu partager à des équipes qui ont l'élan de renforcer leur collaboration ou d'apprendre à collaborer autrement ? Hmm. Je... Quelque chose que j'utilise assez régulièrement dans mes accompagnements qui revient souvent, c'est un courant qu'on appelle la démarche appréciative. Je pense que c'est de ça dont j'ai envie de parler parce que c'est, ça en dit beaucoup sur nos manières de fonctionner, nous humains, dans nos relations. Parce que la démarche appréciative, ça consiste à identifier et apprécier le meilleur de ce qui est. Donc porter notre regard sur ce qui fonctionne, sur ce qui réussit, pour en sortir nos forces, en fait, des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour justement aller plus loin ensemble. Et quand je dis que ça en dit long, c'est que c'est pas toujours, on prend pas toujours le temps de regarder qu'est-ce qui marche bien entre nous. C'est quelque chose que j'observe souvent dans les équipes. Et moi, du coup, à peu près dans plein de contextes différents, j'utilise la démarche appréciative, donc c'est-à-dire sous des interviews. On va poser des questions, faire un questionnaire appréciatif pour essayer d'identifier, euh, d'aider les personnes à identifier qu'est-ce qui les met dans les meilleures conditions, qu'est-ce qui les nourrit, qu'est-ce qui donne du sens à ce qu'ils font. Et ça change un peu le regard sur ce qu'ils sont en train de vivre dans leurs équipes. Hmm. Je suis super curieuse que tu nous en dises plus. Quand je t'ai sollicité, voilà, je t'ai parlé de collaboration de manière générale parce que c'est l'étiquette que j'avais mise un peu sur toi. Et je suis vraiment enthousiaste à l'idée d'aller plus loin sur la démarche appréciative. Donc tu as commencé à nommer le fait que c'était l'idée d'aller chercher plus loin, de s'appuyer sur le positif. Et donc tu parlais par exemple d'interview. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur comment ça se pratique ? Bien sûr, je te disais tout à l'heure que j'utilise dans plein de contextes différents. Ce qui me vient à l'esprit là, par exemple, c'est une équipe que j'accompagnais qui vivait une période assez chargée avec beaucoup de challenges et qui commençait à faire naître un peu des tensions. Et une des manières dont je l'ai utilisé, c'est la manager avait besoin de pouvoir s'appuyer sur les équipes, en fait, pour relever un peu ces nouveaux défis que la direction lui a imposés. Et dans le courant, j'ai choisi les interviews appréciatives. Donc, c'est des interviews qui vont se faire en binôme ou en triade. Euh, J'aime bien le faire en triade. Donc, il y a par exemple une personne qui va poser des questions à une autre personne qui va noter ce qu'elle observe de l'échange, et une personne qui va partager son histoire.
Donc de la démarche appréciative, il y a ce courant, il y a le questionnaire appréciatif et il y a ce qu'on peut appeler une approche narrative où quelqu'un raconte une histoire. Et c'est dans ces histoires qu'on va venir chercher des pépites, des forces. Et une histoire que j'aime bien par exemple, c'est de demander à quelqu'un de nous raconter un moment ou un moment d'entraide vécu dans une équipe. Un moment où, où la personne ne s'y attendait pas, où elle a reçu de l'aide d'un collègue ou autre. Et souvent, les personnes bug un peu au début, tu vois, ah bah tiens, maintenant, bah, y a rien qui me vient. Puis tu laisses un peu de temps, et là va émerger un souvenir d'un moment particulièrement fort, où effectivement la personne a reçu de l'aide de quelqu'un, un collègue, et on va, dans les questionnaires, dans les questions que je propose, du coup il y a un guide de questions qui est donné à la personne qui va euh, aider l'autre en fait à faire émerger ce souvenir, donc un peu comme de, de, du maillotage, quoi, on dit. J'oublie le mot. Mais en tout cas, l'accompagner, guider pour essayer de faire émerger les points importants. Donc c'est, tiens, j'ai reçu de l'aide, comment est-ce que je me suis senti? Pourquoi est-ce que ça m'a surpris? Qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Qu'est-ce que ça a rendu possible? Et souvent, tu vois des sourires sur les visages, de l'émotion, parce que c'est des moments qu'on a oubliés. C'est vécu, on passe derrière, mais c'est des moments qu'on a oubliés. Pourtant, ça en dit long sur qu'est-ce qui est important pour nous quand on collabore, notamment la notion d'entraide. Du coup, de faire émerger ça, ça permet à chacun non seulement de se souvenir qu'ils ont bénéficié du soutien d'autres personnes, et eux également, je peux proposer aussi une variante où je leur demande de savoir dans quelle situation eux ils sont venus en aide en fait à quelqu'un, où ils ont aidé quelqu'un à accomplir quelque chose. Et là, j'ai plutôt cherché le sentiment de fierté personnelle, donc de redonner de l'estime de soi et en capacité, dans le sens de dire bah, je suis capable de contribuer à un groupe, tu vois. Donc c'est différentes manières que j'ai un peu d'adapter ça selon l'intention que j'ai, selon ce que j'observe du groupe. Mais le point commun est toujours de dire de faire émerger des forces, des qualités, des valeurs qu'ont les personnes et sur lesquelles elles vont pouvoir s'appuyer pour mieux faire ensemble. Et je finirai juste là-dessus, c'est que l'avantage de le faire que ce soit donc quand on le fait en trinôme, donc il y a une personne qui va noter les forces qualités et qui va ensuite proposer à l'autre, bah tiens, voilà ce que j'ai observé de ton témoignage, ce que j'ai vu de toi, et du coup ça peut nourrir la personne dans la manière dont elle se perçoit. Ou en binôme, ça peut se faire également en binôme, pareil, la personne essaie de faire ce retour, mais du coup ça permet dans une équipe de changer non seulement le regard qu'on porte sur soi-même, mais également le regard qu'on porte sur les autres et que eux portent sur nous. Du coup, ça crée de la confiance, cet exercice, qui est très valorisant individuellement et collectivement. Hmm. Ouais, merci beaucoup pour ce partage et pour la manière dont tu l'amènes. De mon côté, j'aime beaucoup les images et tu as utilisé un mot, ça a popé un peu dans ma tête. Tu as parlé de pépite. C'est un mot qu'on utilise beaucoup dans l'intelligence collective et qui est peut-être moins connu des autres personnes. Et justement, quand tu partages ça, j'ai l'impression un peu que c'est comme dans la démarche appréciative, c'est un peu comme si on était des chercheurs d'or et que du coup, tu vois, on va passer un peu au tamis des histoires, enfin voilà, le passé. Puis dedans, on va voir des petits moments et c'est là-dessus que du coup l'attention va être focalisée. Est-ce que voilà, il y a un peu quelque chose comme ça de venir pointer du doigt des moments tout particuliers? C'est totalement ça. Souvent, comme je disais, la mémoire, on n'a pas conservé la mémoire de tout ça. Et quand on laisse, un des principes également, moi je trouve, qui est important, c'est de laisser les personnes vraiment avec la consigne et de dire allez-y, faites-vous confiance, il y a quelque chose qui va émerger. Des fois, il se passe, bah, par exemple, quand on a un groupe de trois dans un trinôme, bah, qui va commencer? Parce que personne n'a une histoire, donc personne ne veut commencer. Et puis là, il y en a un qui se lance, il y a quelque chose qui lui vient. Et les autres, en écoutant, ils connectent aussi. Ils disent, ah oui, mais moi aussi, j'ai eu déjà un vécu comme ça, une histoire. Il y a toujours quelque chose qui vient, qui vient en écho, en résonance et qui émerge. Et souvent, ouais, que je laisse 10 ou 15 minutes, les personnes occupent pleinement ce temps parce qu'il y a tellement de choses à raconter. On prend beaucoup de plaisir à raconter des histoires où on s'est senti bien. Tu vois. Et ça, c'est également un des aspects, c'est de pousser le questionnement dans, tiens, qu'est-ce qui a fait que je me suis senti bien là-dessus, à ce moment-là, ou dans le fait que cette personne m'ait apporté telle aide, telle contribution. Parce que ça en dit long, quand je dis les forces, les valeurs, mais c'est aussi qu'est-ce qui est important pour nous. Parce que si moi, ce qui est important pour moi dans la collaboration, c'est le soutien justement,
bah, le fait de creuser, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, je me suis senti bien, va me donner beaucoup d'éléments, en fait, sur des choses qui sont importantes pour moi, et que je vais pouvoir ensuite soit chercher à mettre en œuvre, soit pouvoir exprimer à mes collègues pour que ça soit beaucoup plus présent dans notre manière de faire ensemble. Tu vois? Ce qui me paraît tiens, intéressant, là, c'est de te partager une manière que j'utilise également, c'est ça va être dans des moments où on me parle des fois de tension dans une équipe ou bien qu'on va améliorer vraiment la collaboration. Il y a également j'ai accompagné des équipes qui avaient tout simplement un challenge, tu vois, un challenge à relever ou qui faisaient un peu un bilan d'une année particulièrement chargée. Et collectivement, je peux l'utiliser comme ça, des fois c'est notre variante, et là on n'est pas dans un binôme ou un trinôme, on est assis tous ensemble, et je leur posais la question de savoir quelle a été leur plus grande réussite dans l'année. Tu vois. Et là, chacun va noter de son côté sur un post-it, et ensuite, ils vont partager. Donc, dans ce laps de temps, ça permet vraiment de plonger en soi-même, de dire, tiens, moi je fais le tri, mais de tout ce qu'on a vécu, qu'est-ce qui pour moi a été la plus grande réussite? Et quand on commence le partage, c'est un gros moment de surprise pour chacun, parce qu'évidemment, chacun ne va pas retenir le même événement, la même histoire. Et ça permet aussi de travailler les écarts de perception dans un groupe, de dire qu'on n'attache pas tous la même importance à la même chose, pas toutes. Et du coup, cet échange-là, pareil, va créer de la diversité des regards et du coup créer pour moi de la tolérance également, de dire, ah bah oui, tiens, moi je vais penser à ça, mais l'autre a plutôt pensé à ça. Et ensuite, on va choisir bah, de tout ça, à votre avis, quel est celui qu'on peut retenir, tu vois, de tous les partages. Et là, tout le monde, on vote ou de manière différente, on arrive à choisir ce sur quoi on est d'accord que c'est quand même la plus grande réussite. Et ça, ensuite, on va aller l'explorer. Dire, qu'est-ce qui l'a rendu possible dans nos processus, dans notre manière de collaborer. Non. Là, pareil, je vais donner un temps où chacun va pouvoir noter individuellement sur un papier, peut introspecter, pour ensuite faire émerger et partager ça dans le groupe. Et là, tu as vraiment des pépites, tu vois. Parce que c'est la personne qui va dire, bah moi, ce qui m'a aidé, c'est que à chaque fois que j'avais une question, bah, toutes les personnes se rendaient toujours disponibles pour me répondre. Moi, ce qui m'a aidé, c'est que dès que je suis arrivé dans l'équipe, on m'a tout de suite fait sentir qu'on m'accordait la confiance, que je pouvais essayer, me tromper, que c'était OK, que ça faisait partie de l'ADN. Donc, tu vois, chacun va amener des choses dans la manière de collaborer. Et ça, c'est un point important aussi, justement, de préparer ces interviews, ces temps appréciatifs dans les questions, tu peux en parler, les questions puissantes, on va dire, hein, qui permet vraiment d'aller, tiens, comme du chirurgical, aller chercher là, qu'est-ce qui va leur permettre de vraiment introspecter et de faire émerger les pépites. Hmm. Ouais, alors bon, dans tout ce que tu as dit, il y a énormément de résonance. J'ai envie d'aller dans plein d'endroits. Mais je te propose justement de peut-être poursuivre un tout petit peu sur la fin là de ce que tu étais en train de partager. Et justement, je me disais que peut-être la nuance dans ce que j'entends de ce que tu dis entre bah, moi toute seule de mon côté, je vais me dire ah tiens c'était quoi le meilleur moment de mon année versus je le fais en binôme ou en trinôme et du coup quelqu'un vient me poser des questions pour venir faire émerger justement ce qui avait de la valeur dans ce souvenir-là. J'ai la sensation que justement il y a une part importante qui est dans cette dimension d'interview, de questions pour aller un petit peu plus loin. Est-ce que c'est le cas? Bah, en tout cas, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de travailler avec les collectifs, en fait, toutes ces dimensions, parce que je suis convaincu que euh, l'individu est une ressource dans le collectif, de la même manière que le collectif doit être une ressource pour l'individu. Et tout l'intérêt de le faire en binôme, c'est de voir comment est-ce que mon entourage, les autres, et des fois même des inconnus, c'est ça qui est fort avec cet exercice, c'est qu'on le pratique également en dehors des équipes, des fois dans des séminaires ou des événements avec des inconnus, c'est tout ce que peut m'apporter le regard de l'autre en fait. D'arriver à prendre conscience de la valeur que ça représente. Moi, je raconte mon histoire et je suis totalement embarqué dans mon histoire. Bah tiens, en fait, il s'est passé ça, et puis il y a ça, et puis ça m'a plu. Et là, il y a quelqu'un qui va me dire, ah, mais en fait, de ce que tu as partagé, j'ai l'impression que euh, bah, t'aimes les situations où t'as un échange fluide avec les autres. J'ai l'impression que ça te permet de pouvoir donner le meilleur de toi-même. Et des fois, il y a des surprises comme ça qui nous viennent de gens qui ne nous connaissent pas du tout, mais juste qui ont vraiment
accorder une réelle écoute à notre histoire et qui en sortent des intuitions et qui viennent des fois confirmer des choses qui sont vraies pour nous. Donc oui, totalement, pour moi, il y a une vraie valeur à le faire en binôme, en trinôme, en collectif versus tout seul. Parce que ça nous montre aussi que on peut s'appuyer sur les autres pour découvrir des parts de nous. Et donc, imaginons tout ce qu'on peut réaliser ensemble quand on commence à s'appuyer les uns sur les autres. Hmm, ouais, trop chouette. Et donc j'entends que finalement c'est quelque chose donc, qui peut être utilisé aussi bien avec des équipes constituées, des équipes qui ont des difficultés relationnelles comme des équipes qui ont qui vont bien, qui ont envie de faire un bilan, aussi avec des personnes qui ne se connaissent pas nécessairement entre elles au démarrage. Voilà, donc en tout cas il y a différents contextes. Et puis là tu as parlé de l'entraide, tu as parlé de faire un bilan. Est-ce que tu vois d'autres sujets par exemple qui pourraient être abordé. Enfin, j'entends peut-être que c'est extrêmement vaste, mais juste peut-être pour que les personnes puissent un peu mieux se représenter ça. Ouais, comme tu dis, c'est extrêmement vaste. Moi, j'ai tendance à le saupoudrer un petit peu dans toutes mes démarches. Mais si on doit parler de contexte, peut-être que je le dirais comme ça, c'est les contextes, euh, par exemple, intégration d'une nouvelle personne, tu vois, de pouvoir l'intégrer à travers ses partages de tiens, qu'est-ce qui est important pour chacun. Ça permet en confiance de pouvoir avoir une vision assez globale tiens, des personnes dans l'équipe, de ce qui est important, l'ADN de l'équipe. On l'a dit également dans les contextes de tension, quand tu commences à avoir des tensions selon ce sur quoi on a envie de travailler. La confiance, tu, euh, tu peux également l'utiliser pour, euh, à nouveau dans les qualités, c'est par exemple chercher une histoire où la personne s'est sentie réellement, comment dire, un moment où s'est sentie réellement compétente, fluide, tu vois, dans la manière d'exécuter son travail, tu vois. D'aller chercher ce moment-là et ensuite de dire, bah tiens, qu'est-ce qui était derrière? Qu'est-ce qui fait que tu t'es senti bien compétent et que tu as vraiment exécuté quelque chose de manière fluide, dont tu es satisfait du travail? Et là, tu es vraiment dans une dynamique opérationnelle de dire c'est quoi les ingrédients, non pas uniquement de la collaboration, mais que la personne, d'un point de vue même individuel, arrive à pleinement contribuer. Tu vois. Donc là, j'ai envie de dire, ça dépend vraiment ça dépend vraiment du contexte, ça peut être utilisé dans à peu près tous les contextes. Et peut-être un élément que je peux rajouter parce que c'est important pour les équipes. Moi, j'aime bien l'utiliser également, comme je disais tout à l'heure, sur des moments quand il commence à y avoir un peu de friction, de tension, et pour préparer le regard sur ce qui est un peu plus embêtant, ce qui ne fonctionne pas. Tu vois. Donc de l'associer ensuite à un temps un peu plus courageux, moi j'aime bien parler de courage, pour aller regarder qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et c'est beaucoup plus simple de le faire lorsqu'on a mis en lumière ce qui fonctionne, mis en lumière tout ce qui va bien, et de dire, ok, à partir de cet endroit, est-ce qu'on peut regarder qu'est-ce qui était bloquant pour moi dans notre manière de collaborer, que ce soit dans nos manières de faire ensemble ou dans nos processus, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Euh, Parce que au final, c'est l'intérêt aussi de ce côté appréciatif, c'est que ça dit beaucoup de nos besoins, tu vois, de ce qui est important pour nous. Et une fois on a vu ça, on constate également ce qui peut nous manquer dans la situation actuelle. Et l'idée, c'est d'aller le nommer, de poser des mots sur ce dont on aurait besoin pour faire encore mieux ensemble. Donc on ne s'arrête pas uniquement à identifier, apprécier ce qui est, mais ça doit nous porter sur de quoi est-ce qu'on rêve ensemble en fait. Quel pourrait être un futur où on fait encore mieux ensemble. Et cette première marche-là d'appréciatif nous aide à nous projeter dans des endroits un peu moins confortables, mais en confiance. Hmm. Ah là là, si je suis très honnête, c'est dur de me dire vers où je vais aller. Tout me parle tellement. Merci beaucoup pour tout ce que tu partages. Peut-être, voilà, là tu parles de cette première marge d'appréciatif. Moi, je vois ça un peu dans ce que tu partages, un peu comme si tu disais, voilà, peut-être que dans nos organisations, c'est un peu moins habituel. Et ce que tu partages, c'est de se dire, oui, même quand ça va pas, en fait, on va venir se raccrocher aux petits endroits lumineux des situations
Et en fait, ces endroits lumineux, ça va créer comme un espèce de terreau qui va permettre d'aller sur le courage. Donc, c'est-à-dire, l'idée, c'est pas de faire comme si tout allait bien. Un peu, on pourrait dire la méthode Coué, tout va bien, je vais bien, et on fait, on met de côté ce qui ne va pas bien. Non, c'est vraiment venir créer de l'espace pour ce qui va bien, revoir cela et pouvoir en tirer peut-être des besoins, et ce qui fait qu'aujourd'hui ces besoins-là sont peut-être manquants dans la situation actuelle. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, le point majeur est de dire que peu importe dans quel contexte on est, il y a toujours du positif. Il y a toujours des choses qui marchent, qui fonctionnent. Donc il faut aller les chercher pour s'appuyer dessus. Parce que le réflexe humain naturel va nous emmener vers tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui devient irritant. Et c'est là où c'est important de préparer les questions, tu vois, qui vont permettre aux personnes de vraiment aller regarder. euh, Ouais, ok, il y a tout ça, mais il y a forcément aussi autre chose. Sinon, je serais plus là. Tu vois, sinon, je serais pas là. Il y a nécessairement. Ce que je trouve aussi important à dire, c'est que cette démarche, elle portait à la fois sur le présent comme sur le passé. J'ai eu des contextes où, bah, clairement, ça n'allait pas dans les équipes et tu vas pas venir leur demander, bah, tiens, qu'est-ce qui est super en ce moment et autres, quand tu sens qu'il y a vraiment de la tension et de la friction. Mais c'est qu'on peut porter notre regard sur le passé. Qu'est-ce que nous avons déjà accompli ensemble? À quel moment est-ce que ça a super bien marché pour moi, tu vois? Et d'aller chercher les ingrédients de ça, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé là, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait essayer de réinjecter aujourd'hui dans le présent ou dans notre futur. Donc ça permet aussi de faire un pas de côté lorsqu'on est dans une situation qui ne permet pas justement de porter le regard sur un regard positif en fait sur ce qu'on vit. Donc on est vraiment dans l'imaginaire là aussi, tu vois, un peu d'aller des imaginaires réels, mais d'aller enfin, je sais pas si je peux dire ça, mais d'aller les chercher et de les convoquer en fait dans notre présent, tu vois, de chercher ces souvenirs et de les faire exister. Euh, Comme le cerveau, tu sais, ne fait pas la différence entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit vraiment, bah, le fait d'aller contacter ces souvenirs avec toutes les émotions que ça fait remonter, bah, ça convoque également cet état positif intérieur dans la situation et ça permet vraiment d'avoir des conversations importantes et courageuses à ce moment-là. Hmm. Ouais, je vois vachement quand tu parles, tu vois, j'imagine un peu comme une espèce de pont entre deux mondes, entre le passé qui peut-être, sur certaines équipes a pu être chouette. Moi, ça m'est déjà arrivé, d'intervenir sur des équipes qui travaillent ensemble depuis 20 ans, mais puis, comme tu le dis, qui étaient encore là. Donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui, mine de rien, les maintenait. Et du coup, cette espèce de pont entre ce qui a fonctionné jusqu'à présent, et puis là, on en est là aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on peut dessiner, entre ces deux mondes. Dans ce que tu partages, j'aimerais peut-être revenir sur un point qui est assez essentiel et qui me tient aussi à cœur. C'est, en fait, tu dis que venir interroger sur ces sujets-là, ça permet de toucher du doigt un peu les besoins de chacun et chacune. Et du coup, peut-être si t'as envie d'en dire un petit peu plus, sur ces besoins au sein d'une équipe, et en quoi, en fait, c'est essentiel de pouvoir. Tu parlais aussi de tolérance, d'avoir plus de tolérance sur ces besoins qui sont personnels. Je pourrais parler longuement des besoins, hein, la liste est longue, mais ce qui me vient là peut-être, ce qui me paraît important, c'est un courant que j'ai rencontré moi il y a à peu près un an qui s'appelle la radicale collaboration, qui permet d'aller radical au sens de racine. J'ai fait une formation avec Lily Gros qui nous a vraiment introduit à ça et qui dit bah, comment est-ce qu'on peut aller collaborer à la racine et donc à la racine de qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui nous permet de collaborer. Et du coup, c'est nourri par le travail de Will Schutz sur l'élément humain et qui met en avant trois besoins essentiels en fait chez l'être humain et dans un collectif. Celui d'être écouté, celui de se sentir aussi inclus dans l'inclusion et de se sentir compétent. Je crois que c'est dans ce sens-là, enfin, l'ouverture, l'inclusion et puis la compétence. Et je trouve que pour moi, toutes ces démarches appréciatives et ces temps qu'on va avoir ensuite pour partager ce qui nous est venu permet de connecter ces trois endroits-là, tu vois. Parce qu'une personne va pouvoir raconter ce qu'elle a vécu, avec toute l'écoute que vont lui accorder les autres. Donc là, tu te sens pleinement inclus dans le groupe, tu vois, qui donne de l'importance à toi, ton vécu. Et,
et ensuite qui va venir valoriser bah, justement tes forces, tes réussites, donc un peu le sentiment de compétence. Et là, on a des individus qui se sentent écoutés, sans doute compris, qui se sentent inclus dans le groupe et qui se sentent compétents. Tu vois. Et là, déjà, on a la base des besoins qui me semble essentiels pour pouvoir bien avancer, bien collaborer ensemble. Et c'est pour ça, du coup, je pense que moi, j'accorde une importance particulière à cette démarche et aussi à le faire en collectif. Tu vois, on m'a demandé, dernièrement, une manager m'a demandé, parce qu'il vivait un événement avec son équipe, si si elle le traitait individuellement avec les personnes, il y a un départ qui se profile, ou si, comme moi je le suggérais, il faudrait plutôt le faire en collectif. Et moi j'ai répondu que bah, même si elle traitait le cas individuellement avec les personnes, elle partageait l'annonce, il me semblait important quand même de prévoir un temps collectif pour ça, parce que de s'asseoir ensemble et de pouvoir nommer les choses, en parler, ça crée de la conscience en fait. Tu vois, c'est même au-delà des mots, le geste en lui-même, il envoie le message de dire ok, c'est inconfortable, mais il y a de la conscience qui nous est témoignée, de venir nous dire les choses clairement, ouvertement. On peut réagir, on peut poser des questions et ça pourra peut-être être malaisant, mais on va le vivre ensemble. Il y a en fait tout ce qu'on traverse ensemble, c'est pour moi aussi des pépites, tu vois. Tous ces moments-là, c'est des pépites de pouvoir s'asseoir. Bon, là, je pars aussi en digression parce que c'est un sujet qui m'anime, mais pour revenir à la question des besoins, les besoins pour moi, il est important qu'ils se posent également en collectif et pas que en individuel. C'est pas des choses à garder pour soi, c'est des choses qu'il faut exprimer, partager aux autres pour qu'ils puissent en prendre soin et comprendre quand il se passe quelque chose pour moi. Tiens, là, je me suis énervé à telle remarque qu'on a fait sur mon travail, mais parce que pour moi, ça en dit beaucoup sur la compétence, c'est important pour moi. Et ça permet aux gens, tu vois, de pouvoir mieux se comprendre et du coup, mieux relationner derrière, mieux interagir. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Super, merci, merci pour les références aussi que tu nommes. Donc tu parlais de la radicale collaboration par Lily Gros et tu parlais aussi de l'élément humain de Will Schultz. Donc je les renomme juste ici. Et ouais, j'entends aussi voilà dans tout ton partage, il y a cette idée, voilà, tu dis à quel point c'est important que ça puisse être nommé en collectif. Et ce que j'entends aussi, c'est que tu dis voilà, ça permet là, une forme d'interconnaissance et du coup aussi de respect des besoins de l'autre. Finalement, il y a quelque chose. Voilà, tu disais à quel point la démarche appréciative était finalement pouvait permettre de répondre à, voilà, à ces trois besoins. Et du coup, voilà, j'entends aussi qu'il y a vraiment cette idée que quand moi, par exemple, j'entends finalement une autre personne qui va raconter son histoire, qui va raconter sa pépite, et que je vais venir capter son besoin, et ben ça va me permettre de le nourrir ultérieurement, aussi de pouvoir en prendre soin, de le nourrir, ou en tout cas d'être vigilant ou vigilante à cela. Il y a quelque chose voilà, de cela, j'ai l'impression d'une forme de co-responsabilité, de je nomme mon besoin, et du coup l'autre en face l'entend, le reçoit, et voilà, en prendre soin, alors que tant qu'il n'est pas nommé, l'autre voilà, ne peut pas en prendre soin. Clairement, clairement. J'aime beaucoup le mot t'as posé là, la co-responsabilité. Moi, c'est un des éléments phares dans mon accompagnement. C'est ce que j'essaie de promouvoir, c'est que chacun individuellement devienne co-responsable en fait de l'expérience collective, et qui dit expérience collective, du coup de l'expérience individuelle également des autres. C'est qu'est-ce que moi je mets là, qu'est-ce que j'accepte de prendre du fardeau collectif, hein, de l'enjeu collectif sur moi, et comment est-ce que je tiens avec, sachant que quand je le fais, c'est mes collègues en fait que je suis en train d'aider. Et ça, les besoins sont un bon exemple pour ça en fait. De, on va tous avoir des besoins différents, tu vois. Il y en a qui ont besoin que ça aille vite, qui ont besoin de comprendre, enfin qu'on explique lentement. Et c'est juste, ce que je veux dire par là, c'est que il me semble important de regarder qu'est-ce qui est accessible pour moi, qui ne me coûte rien ou pas grand-chose, mais qui représente beaucoup pour l'autre. Tu vois. Quand on parle là de ouverture, inclusion, compétence, pour moi c'est un peu genre les besoins vitaux qu'on vient poser, tu vois, et avec lesquels on travaille tous. Mais au-delà de ça, quand on en apprend un peu plus sur les collègues, on vient comprendre un peu comment est-ce qu'ils fonctionnent, de quoi ils ont besoin, et ça permet dans une situation de travail de dire, ah tiens, euh, là moi j'ai compris, ça m'a l'air clair, mais peut-être que si je fais un mail, parce qu'un tel a besoin que ça soit quand même formalisé, ça lui permet de suivre,
qu'est-ce que ça me coûte de faire un mail, tu vois, sachant que ça représente beaucoup pour l'autre. Donc c'est toujours de regarder un peu à cet endroit-là, là, de moi, qu'est-ce qui ne me coûte pas trop, pas beaucoup, mais qui peut représenter beaucoup pour l'autre. Et là se crée à nouveau ce lien de confiance d'entraide, de collaboration, tu vois. Euh, Il y a une idée qui m'était venue quand tu parlais. euh, il y avait la notion ouais, quand je disais de dire en collectif, il y a aussi la notion de vulnérabilité. Tu vois, la vulnérabilité au sens de accepter d'entrer dans des situations, des conversations qui peuvent être inconfortables. Et ce que moi je trouve magique avec cet élan, c'est que de l'autre face de la pièce, il y a la confiance en fait. De l'autre face de la vulnérabilité, il y a la confiance. Quand on se rend compte qu'on peut venir nommer ses besoins et qu'ils ne seront ni attaqués ni jugés parce que justement on a créé le cadre pour ça, le cadre c'est hyper important, il y a une confiance qui se crée en fait, tu vois. Demain, j'ai le sentiment, mince, j'ai rien compris à ce qu'on vient de dire en réunion. Est-ce que je peux aller poser la question aux collègues sans me sentir idiot, sans me sentir qu'on va me faire une remarque parce qu'encore une fois ou autre, tu vois, donc c'est vraiment, et ça se crée dans ces moments-là et c'est super parce que c'est pas des moments en jeu parce qu'on n'est pas en train là de décrire une mission, de préparer un plan d'action, on est juste en train de se partager des histoires, mais le niveau de confiance qu'on va co-construire là ensemble, on va l'emmener ensuite dans notre quotidien opérationnel, tu vois. Et ça a énormément de valeur pour une équipe. Ouais, ouais, merci beaucoup de ramener cette pièce à deux faces, vulnérabilité et confiance. Depuis le début qu'on a commencé à échanger sur ces sujets, j'arrête pas de me dire, il y a une petite lumière qui s'allume et qui me dit, ah, c'est drôle parce qu'on parle des équipes, parce que ce podcast est sur les équipes. Et à la fois, je sais que j'ai des personnes qui écoutent et qui se sont rendues compte, qui ont mis ça déjà dans leur vie de tous les jours, tu vois, dans leur vie personnelle. Donc, par exemple, je pense aux 2 premiers épisodes sur l'écoute et la reformulation. Et là, ce que tu partages, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai touché du doigt aussi dans ma vie personnelle. Dans quelle mesure offrir ma vulnérabilité, me sentir vulnérable auprès de personnes là, qui font partie de mon quotidien, ou même être à l'écoute des besoins. On parlait aussi tout à l'heure de ces besoins-là. Et ben en fait, c'est précieux. L'équipe, c'est juste finalement, voilà, une forme de collectif, mais voilà, j'ai la sensation que ça peut, mine de rien, voilà, se déposer dans d'autres espaces. Ouais, complètement. Là, tu touches du doigt quelque chose qui, je pense, est aussi la raison pour laquelle moi je suis pleinement imbibé de ces sujets et pourquoi je suis vraiment focus également sur la collaboration et les dynamiques relationnelles. Parce que j'ai le sentiment, quand j'accompagne des équipes, et qu'il y a des déclics, il y a des prises de conscience, il y a des choses qui se créent, que ça contribue aux êtres humains qu'ils sont et pas uniquement aux collaborateurs, aux salariés, aux managers ou autres, tu vois. Et c'est souvent les partages qui sont amenés dans ces moments-là, c'est de dire, ce que je viens merci, ce que je viens de vivre, là, je me rends compte, ça me permet de comprendre comment est-ce que j'interagis dans mon couple, avec des amis, comment est-ce que je peux peut-être nommer des besoins, qu'est-ce qui est important pour moi. Et souvent, le perso vient nourrir, en fait, ces temps d'échange, parce que, au final, on est en train de parler de qu'est-ce qui est important pour nous humains, tu vois, valeurs, force, qualité et autres besoins. Euh, et ça permet aussi de voir justement, ça permet de voir les collègues dans leur humanité. Tu vois, de rappeler que derrière le manager, derrière un tel et autre, il y a un être humain qui a un passé, qui a une vie, qui a des besoins, qui a vécu des challenges. Et ça crée de la tolérance. En tout cas, j'aime à croire que ça crée de la tolérance. Moi, dans ce que je vois, c'est ce que j'observe. Et je pense que ça, c'est peut-être une brique aussi qui justifie pourquoi c'est important de prendre ce temps-là, de prendre ces temps-là pour penser, parler de la dynamique collective, qui n'est pas un temps de travail pour produire en fait, mais ce qui se produit là et d'invisible est tout aussi précieux que des plans d'action déroulés quand on va sortir, parce que c'est ça qui va permettre que l'équipe va pouvoir s'engager ensemble et collaborer correctement pour atteindre leurs objectifs, tu vois. Donc je pense que c'est important de le mettre en lumière parce que cet invisible-là, il est souvent un peu ignoré. Tant qu'on l'a pas vécu, on ne le touche pas du doigt, on ne se rend pas compte de tout ce que ça apporte ensuite dans le quotidien. Hmm. Ouais, merci.
voilà, ça m'a mise en joie de parler de ça, presque fait frissonner quand tu as parlé voilà, du fait que les deux étaient extrêmement reliés et que voilà, ça venait nourrir aussi l'humanité de manière plus large, voilà, les êtres humains qu'ils sont. Je trouve ça très beau, donc merci de venir déposer ça. Venir déposer aussi que eh ben voilà, l'intelligence collective elle se vit dans les différents lieux de vie et j'entends aussi dans ce que tu partages là plutôt sur la fin quelque chose d'une peut-être une forme peut-être de performance ou peut-être une petite visée, je vais oser le mot, mais capitaliste voilà de l'équipe, de se dire ah voilà le temps c'est précieux, il faut le mettre à profit, etc. Il faut voilà pouvoir en sortir des choses et parfois il peut y avoir une petite résistance voilà habituelle, pas forcément consciente, mais oui mais si en même temps si on fait ça on va pas avoir le temps de faire autre chose, donc faire ce pourquoi on se réunit par exemple. Et du coup, moi, souvent, ce qui me vient et ce que je partage, c'est combien, finalement, les résistances a posteriori, si on n'a pas pris le temps de ce travail-là, eh ben, ça va coûter en temps. Voilà, ça va coûter peut-être en désengagement, ça va coûter ben, voilà, en difficultés relationnelles, peut-être même en personnes qui vont finalement choisir de ne pas rester dans le collectif. Donc, merci de le nommer et je vois que ça a l'air de résonner, donc je te propose de rebondir si tu le souhaites. Ouais, je pense que plus que raisonner, je pense que ça m'a généré beaucoup d'émotions ce que tu as partagé. Je pense qu'il y a il y a des souvenirs qui sont venus et je pense que ça me connecte à une des raisons pour lesquelles moi je, je me suis lancé en fait dans cet univers de l'intelligence collective et qui est lié à ce que j'avais vécu aussi en entreprise. Donc, euh, c'est-à-dire le soutien des collègues à un moment et enfin à plein de moments de ma carrière, c'est ça qui était important. En fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est une espèce de motto comme ça, c'est la connexion avant l'action. Connexion avant l'action. Et ça change tout en fait. Parce que ce que j'ai pu observer, c'est que on ne fait pas uniquement un projet, une action pour le résultat qu'on veut obtenir, mais également pour les personnes avec qui on le fait. À plein de moments de ma carrière, il y a eu des projets où j'étais pas emballé, il y a eu des projets qu'on m'a confiés, où les personnes n'étaient pas emballées clairement, et ce qui a fait la différence, c'est qu'elles se sont quand même engagées, mais pour moi, pour me soutenir, parce que c'était ma responsabilité et ma charge de mener ce projet, et mes collègues ne voulaient pas me laisser avec cette charge tout seul, en fait. Donc, quand tu as ce niveau de connexion, il y a des choses qui seront possibles, même lorsque les personnes n'ont pas réellement envie de le faire, en fait. Mais ils vont le faire pour les personnes avec qui ils le font, en soutien, en co-responsabilité. Et pour moi, c'est extrêmement précieux, ça fait toute la différence. Donc, prendre ce temps de se connecter à nos liens, à ce qui est important pour nous, à créer de la confiance entre nous, bah je ne veux pas rentrer dans la performance et puis donner des multiples que je ne connais pas, mais ça multiplie en fait le temps qu'on va gagner ensuite dans l'exécution, tu vois. C'est, enfin, ça crée une base commune, une vision commune, et ensuite l'exécution est fluide. Parce que la moindre interrogation, elle se discute, le moindre... Enfin, c'est beau à voir presque, j'ai envie de dire, tu vois. Pour moi, c'est comme l'exécution d'un un ballet, tu vois, un truc de danse ou autre. C'est tout ce temps de connexion, d'échange qui fait que après, t'arrives, bah c'est fluide, quoi, tu vois. Et ça, c'est agréable. Ouais, ouais, merci. Je redis ce que tu as partagé, mais la connexion avant l'action. Mm. La connexion avant l'action. Et merci aussi pour cette métaphore, tu dis du ballet, de la danse. Je vois vraiment quelque chose exactement comme ça, c'est-à-dire à partir du moment où il y a un niveau de connexion qui est tel que finalement, derrière, tout est possible. Il y a un peu ce truc-là de on peut avancer ensemble avec beaucoup plus ouais, de fluidité. Voilà. Donc merci pour tout ça. J'ai envie de rajouter un mot là-dessus, tu vois. Ça m'est arrivé de dire un peu contre-intuitivement, tu vois, à des commanditaires, des dirigeants, euh, qui m'ont sollicité, pardon, dire que on ne peut pas réussir toutes les transformations, tu vois, toutes les transitions. Il y a des virages qu'on va manquer. Mais l'enjeu, c'est de pouvoir les traverser ensemble. Et pour moi, c'est ça la connexion. C'est ce qui va faire que l'équipe
quand il va y avoir un objectif qu'on n'a pas atteint ou autre, est-ce qu'on va commencer à s'engueuler, se prendre la tête entre nous, ou est-ce qu'on va pouvoir porter le regard de dire mince, tiens, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Et ça va pouvoir être nommé, discuté en conscience, parce qu'on sait que ça va nous aider à faire mieux la prochaine fois. Du coup, des équipes qui sont capables d'avoir ces discussions au fur et à mesure, l'enjeu n'est plus d'atteindre tel et tel objectif en fait, mais c'est de pouvoir le faire collectivement et on sait que tôt ou tard, c'est la réussite qui sera au bout parce qu'on ne fait que s'améliorer ensemble. Tu vois. Et ça, je trouve que c'est important de le nommer parce que souvent, même en faisant intervenir, tu vois, des gens comme nous, des externes, les personnes se mettent dans les trucs, ok, le résultat va être ça, sur tel projet, c'est ça qui va se passer. Et des fois, ça ne se passe pas. Et comment est-ce que l'équipe va traverser en fait cette chose qui ne s'est pas réalisée, ça va beaucoup dépendre de cette connexion qu'on aura pris le temps de créer ou pas, tu vois. Donc vraiment pour moi, on peut ne pas réussir toutes les transformations, tu vois, mais c'est comment est-ce qu'on les traverse ensemble qui vraiment donne la mesure de la qualité de l'équipe et de son potentiel à atteindre, à accomplir des choses. Ouais, c'est très très chouette. Merci, merci. J'ai toujours des images qui me viennent en tête. Là, je sais pas pourquoi, ça paraît un peu étonnant ce qui m'est venu, mais c'est une image un peu de dessin animé de guerrier, tu vois, avec espèce de bouclier comme ça, on y va, tu vois, avec une espèce de troupe derrière. Et puis, tu sais, on fonce tête baissée. Enfin voilà, le premier fonce tête baissée, puis à l'arrivée, il arrive, il peut planter son drapeau. Puis en fait, c'est à ce moment-là qu'il se rend compte que voilà, il y a un petit paquet de monde qui est parti, voilà, derrière et qui n'apparaît plus du tout. Et du coup, moi, ce que j'entends, c'est plutôt que de se dire on y va, on fonce tête baissée, peu importe qui resterait à l'arrivée, c'est ok, on prend d'abord le temps de se poser, de se demander où est-ce qu'on veut aller, comment on veut y aller, quelles sont les conditions qui vont faire qu'on va y aller ensemble et qu'on va réussir à se maintenir tous ensemble. Donc c'est vraiment une sorte de préalable. Donc ouais, merci de nommer ça. Ouais, je pense que c'est... On pourrait passer enfin, moi, je pourrais passer des heures sur cet épisode, tu vois. Mais, tu vois, là, dans ce que tu as dit, ça m'a ramené quand j'ai créé mon entreprise Ukio, et quand je me suis lancé, je me parlais, et encore aujourd'hui, je parle de réussite collective, tu vois. Et je pense que c'est important dans un groupe, à un moment de définir, en tout cas si ça intéresse, ce terme de réussite collective. Qu'est-ce que ça représente pour le groupe? Et pour moi, si je veux dire moi pour moi ce que ça représente, euh, il y a notamment les éléments de dire une réussite où tout le monde aura pu contribuer, ce qui la rend collective, mais également le fait qu'à l'arrivée, on n'aura perdu personne en chemin, tu vois. Et là, je peux parler de réussite collective. En tout cas, c'est ce que je vise. Et du coup, voilà, je pense que c'est propre à chaque équipe, mais de définir, en fait, vu qu'on est dans des groupes, du coup, c'est collectif. Du coup, est-ce qu'on est dans des réussites individuelles, un peu ce qu'on a connu justement avec le capitalisme, ce mythe des personnes qui réussissent seules ou autres. Mais comme aujourd'hui, j'ai l'impression que le vent a quand même tourné, tout le monde parle de collectif. Et si la réussite doit être collective, bah, c'est quoi les critères de cette réussite en fait? Qu'est-ce qui nous permettrait de la définir en tant que telle? Et ça, je pense que c'est un point que les équipes devraient, une question qui pourrait se poser ensemble. Et je pense que les réponses viendront à nouveau nourrir en fait les visions partagées, l'interconnaissance, et peut-être paver un chemin voilà, sympa à emprunter ensemble. Hmm. Merci, merci, ça résonne, ouais, sur, je me dis, sur tellement de trucs. Enfin, voilà, on parle de pro, mais encore une fois, je vois vraiment ça, moi, avec mon autre casquette précédente dans l'inclusion de personnes en situation de handicap. Il y a vraiment aussi ce truc-là de y aller, voilà, tous ensemble, ces personnes sur le bord du chemin. Donc, merci de renommer ça, c'est précieux. Et ça résonne du coup avec l'épisode précédent que tu n'as pas pu écouter puisqu'il va sortir tout prochainement, qui était sur l'inclusion. Donc voilà, merci aussi de faire ce pont. Et peut-être là, donc on a fait voilà tout pas un 360, mais on a commencé à faire une belle boucle sur le sujet qui nous animait aujourd'hui. Et je me demande, là, t'as listé là juste avant une première question que pourraient se poser les équipes, qui serait qu'est-ce que c'est qu'une réussite collective pour nous? Donc je me dis, ça peut être un premier petit pas, mais toi, est-ce que t'as en tête, voilà, une équipe qui aurait écouté cet épisode-là, ou voilà, un cordeau, un membre d'une équipe qui aurait écouté ça, et se dirait, ok, bon, maintenant, quel est le prochain petit pas, le premier petit pas possible qu'on pourrait faire en équipe pour y aller? Euh, ouais, je vais prendre une inspiration de quelque chose qui m'est venu lors d'un atelier.
une personne quand on lui demandait de nommer le défi collectif et comment est-ce que chacun pourrait y contribuer. Il y a une personne qui a dit, mais en fait, moi, en début de semaine, j'ai demandé à chacun quelle était sa réussite de la semaine dernière, tu vois. Et je pense que ce qu'on peut appeler un espèce de tour des réussites, de demander aux personnes qu'est-ce qui a bien fonctionné dans la semaine passée, que ce soit une petite ou grande réussite, un progrès, une interaction, un moment de satisfaction, c'est déjà un bon premier pas. Et pour rester dans quelque chose qui donne du sens, ce que je trouve également puissant, c'est de demander pourquoi est-ce que c'était important pour lui, pour elle, ce moment, qu'est-ce que ça révèle en fait de positif, euh, soit dans l'équipe, soit pour la personne. Et là, tu continues à creuser de l'interconnaissance, tu vois, c'est pas juste, j'ai connu ça un moment dans les entreprises, les petites boîtes là, de se nommer, les réussites et autres. Non, non, mais c'est vraiment intentionnel de dire, ok, pourquoi est-ce que ça, c'est ce moment-là en particulier que tu as choisi? C'est parce que ça dit forcément quelque chose de qui tu es, de qu'est-ce qui est important pour toi, et peut-être du coup qu'est-ce que nous on peut faire encore plus pour contribuer à ce que tu vis d'autres moments pareils, tu vois. Et ça, quand tu vis ça en groupe, en collectif, waouh, ça te crée une émulation. Il y a vraiment des pépites là, je pense, qui peuvent émerger de ça. Hmm. Ok, trop chouette. Donc du coup, tu proposes finalement que sur un temps d'échange, du type une réunion, par exemple, voilà, chaque semaine, toutes les 2 semaines, tous les mois, etc., que voilà, de pouvoir que chacun puisse exprimer sa pépite ou voilà, le moment lumineux, ce qu'il a, sa réussite, et à la fois en connectant sur pourquoi ce moment-là était une pépite, hein, une réussite, un moment lumineux pour toi. Et donc ça vient retoucher aux besoins et nourrir l'interconnaissance. Ouais. Ouais, pourquoi c'était important, ouais. Ouais. Et tu vois, peut-être que les personnes ne s'attachent pas forcément sur le mot de réussite, ça peut être juste qu'est-ce qui a bien fonctionné, tu vois, qu'est-ce qui a particulièrement bien fonctionné pour toi, que tu as apprécié. Tu vois, parce qu'il peut émerger également les processus, les manières de faire, et parce que je sais que euh, comme on n'a pas l'habitude, souvent derrière le mot réussite, ouf, ça fait un peu peur, du oh bah non, il n'y a pas tellement de réussite, il y a pas de... Et quand nous on va accompagner, tu vois, en tant que facilitateur, tu vas créer tout le parcours qui fait que on va pouvoir le nommer, l'assumer beaucoup plus, plus pleinement, dans une équipe qui n'a peut-être pas l'habitude en fait de ce type de pratique, c'est en tout cas de rester sur un moment qui a bien fonctionné pour soi, et on peut le nommer en réussite ou autre, mais ça permet de garder ouvert en fait, tu vois, et accessible l'exercice. Je trouve que c'est important aussi. Tu parlais d'inclusion. Ouais. Ouais, ouais. Bah, merci d'élargir cette compréhension dans l'inclusion, dans l'épisode sur l'inclusion. Il y avait d'éviter un peu le jargonnage, et c'est vrai que nous, on utilise voilà le mot réussite, le mot pépite, et qu'on met derrière une vision qui n'est pas justement une vision très fermée de ce que peut être une réussite, et donc c'est beaucoup plus large. Donc merci de le renommer. Tout à l'heure, tu as partagé bah déjà voilà 2 pistes pour peut-être aller un peu plus loin. Donc voilà, est-ce que tu aurais une piste? Donc soit est-ce que tu as envie d'aller un petit peu plus loin sur les 2 que tu as proposées, ou est-ce que tu aurais une autre piste à partager pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin sur eh bien voilà ces dynamiques relationnelles et cette démarche appréciative, ou tous les autres sujets connexes qu'on est venu toucher du doigt, les besoins, l'interconnaissance, la vulnérabilité. Hmm. Euh, quelle piste, ouais. Ouvrir là sans ouvrir un puits sans fond. Euh, je je sais pas si je le connais pas directement la démarche appréciative ou autre, mais une autre pratique que j'ai et qui est importante pour moi, c'est celle de pouvoir nommer les écarts de perception, tu vois. C'est-à-dire que on ne va pas tous voir une chose de la même manière, on va pas tous accorder la même importance à un sujet, et c'est important dans une équipe qu'il y ait de la tolérance, que ça se soit accepté, connu, et qu'il y ait de la tolérance par rapport à ça. Sinon, on s'agrippe en fait sur des choses euh, parce que moi j'y mets ce degré d'importance et on attend que l'autre en fasse de même. Et ce que je trouve, ce que je fais des fois, pas toujours, ça dépend, euh, c'est quand je fais mes ateliers, à un moment, je pose en fait différents modes de rapport au travail. Tu vois, j'ai des grandes cartes, enfin, je prends des grandes feuilles, j'écris au sol le travail comme moyen, par exemple, de l'ascension sociale, comme un moyen d'avoir un équilibre vie pro, vie perso, un équilibre de temps, un équilibre financier,
le moyen d'avoir un impact sur le monde, le moyen de, moi, me réaliser en termes de développement. Euh, Tu vois, il y a à peu près 5 6 modes comme ça que je pose. Je pourrais te refaire la liste après à l'issue du podcast. Je pense qu'il y en a un ou deux qui me manquent là. Mais en fait, ce que ça pose là déjà, c'est que le travail est un moyen pour moi d'obtenir quelque chose qui est important pour moi. Tu vois, c'est un moyen, c'est pas la finalité. Et ça, dans les tensions qu'on peut avoir sur le truc du quotidien, tu vois, ou mince, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça et autres, ça remet un peu, ça crée un autre regard sur, tiens, qu'est-ce qui fait que les personnes viennent ici aujourd'hui, passer des journées entières de leur vie à travailler dans cette entreprise, dans ce projet, ok, qu'est-ce que ça nourrit chez eux, chez elles, et pareil, ça remet de l'humanité et de l'individualité derrière les collaborateurs, collaboratrices, les managers, de dire que, oh, il y a quelque chose d'important pour cette personne qui est nourrie quand elle vient au travail, en fait, et qui n'est pas la même chose que pour moi. Et du coup, bah, comment est-ce que je peux respecter ça? Comment est-ce que je peux honorer ça? Et ça crée de la tolérance, je trouve. Et au-delà de l'interconnaissance, tu vois, des conversations que ça permet d'avoir, tu vois. C'est... Ouais, je pense que c'est un exercice, ça, que je recommande aussi. Euh, Après, qui le mène, comment... c'est pas mal qu'on s'est guidé aussi, je trouve, par quelqu'un d'externe. Euh, mais en tout cas, ça on vient connecter à la racine de tiens, pourquoi est-ce que je travaille, pourquoi est-ce que c'est important pour moi, ok. Et de là, ensuite, on découle tout ce que je vis là, en fait, tu vois, ça permet aussi des fois de faire un pas de côté par rapport à la situation qu'on est en train de vivre, et ça nous rappelle, c'est comme mon intention quand je viens ici. Donc, ouais, voilà, c'est ce qui me vient. Je sais pas si c'était très clair, mais c'est ce qui me vient. Ouais, j'ai la sensation que ça a ouvert encore un champ et à la fois que c'est un préalable super intéressant et qui vient toucher du doigt un peu tout parce que tu disais voilà il y a de l'interconnaissance mais il y a aussi ça vient développer la tolérance, ça vient se connecter aux besoins et ça permet de comprendre que chacune est là pour des raisons qui sont différentes et comment on peut respecter cela et prendre en compte voilà faire comme une espèce de voilà, c'est un peu notre soupe à nous et qui tient compte de chaque légume qui est dedans. Voilà, il y a Thomas Ouais, Emmanuel Gérard qui part de clairement. ça. Ouais. Clairement, et encore plus, tu vois, quand il n'y a pas de sujet, quand tout fonctionne bien, bah, juste de le nommer là, c'est de voir comment, avec des intentions qui nous étaient inconnues, tu vois, moi je sais pas qu'est-ce qui fait que l'autre il est motivé de venir travailler, de travailler dans sa vie ou autre, mais que indépendamment de tout ça, on arrive quand même à produire des belles choses ensemble, tu vois. Donc il y aura sans doute d'autres éléments où on aura un point de vue différent, une opinion différente, mais ça ne doit pas nous empêcher de produire ce qu'on a en commun, tu vois. Et je pense qu'il y a cette intention-là pour moi aussi quand j'utilise cet exercice, c'est de voir que malgré nos différences, enfin, nos différences ne sont pas un problème en fait. On a des opinions différentes, on a des points de vue différents, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qui nous relie, qu'est-ce qui nous rassemble dans ce qu'on va accomplir ensemble là, dans cette équipe, dans cette organisation. Tu vois. Euh, ouais. Ouais. Trop bien. Bon, merci Régis. Je me demandais, pour élargir la communauté des personnes interviewées dans ce podcast, est-ce que tu penses à une personne qui t'inspire, voilà, autour des sujets de la collaboration en équipe et qui pourrait être invitée sur ce podcast également? Bah, je pense que je vais peut-être me répéter, mais Lily Gros, c'est le nom qui m'est venu à l'esprit, que du coup j'ai envie de renommer là, sans doute parce que euh, ça a été pour moi une rencontre dans sa formation, une rencontre avec le conflit. Et ce qui a été nommé et que je trouve hyper puissant, j'avais connu également dans tout le courant de communication non violente, c'est les conflits avec les autres et les conflits qu'on a avec soi. Comment les conflits avec soi se transforment en conflits avec les autres, tu vois. Et du coup, de prendre soin de ces relations, c'est également prendre soin de la relation avec soi, avec soi-même. Et là, tu conviendras qu'à nouveau, ça va au-delà du pro, ça, également le perso. Mais c'est comment être un allié avec soi-même pour être un super allié avec les autres, tu vois. Et je trouve qu'elle a énormément de choses à partager sur les sujets. Ouais, c'est le nom qui me vient. Ok, merci. Bon, bah voilà, Lily Gros pour la deuxième fois est citée. J'espère qu'elle pourra nous rejoindre. Peut-être, Régis avait envie, juste comme dernière question, peut-être de nous partager comment on peut te retrouver aussi, parce que tu as nommé le nom de ton entreprise, mais c'était un peu noyé. Puis au début, tu l'as pas forcément cité, donc ça peut être l'occasion d'en parler. Oui, tout à fait. Alors moi, d'abord, on peut me retrouver sur LinkedIn. Donc Régis Belli, Beli.
et également sur le site de mon entreprise qui s'appelle Ukiyo Énergie, UKIYO, donc énergie au singulier.com, ukioénergie.com. Et peut-être un mot sur Ukiyo, je pense que ça interroge. Ukiyo, c'est un mot qui vient du japonais et qu'on peut traduire par un monde en mouvement en fait. Et moi, ce qui m'inspire beaucoup, c'est comment est-ce qu'on peut trouver des manières d'avancer dans un monde où rien n'est figé, où tout est en perpétuel mouvement, transformation. Et du coup, je pose le collectif aussi comme une réponse à ça. Tu vois, comment avancer collectivement, c'est aussi une manière de trouver comment s'adapter. Donc, c'est un peu ce que j'essaie d'accomplir dans ce chemin que je me suis choisi d'accompagnement. Ok, merci. Bon, bah, je mettrai toutes ces infos dans la description du podcast. Vraiment un grand merci Régis pour ce temps. C'était, voilà, j'ai dit au tout début que tu m'avais inspiré voilà, dans ta manière de faciliter. Et je suis contente de ne pas m'être trompée. Et vraiment, voilà, notre échange m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Donc merci, merci pour ta clarté, merci pour tout ce que tu as apporté, amené. C'était très, très riche. Merci. Merci à toi, Sarah, déjà pour ta confiance et pour ce temps, parce que mine de rien, les questions d'être à l'écoute, de pouvoir rebondir, ça se fait pas intuitivement. Et j'ai passé une conversation très agréable. Et j'étais content aussi de pouvoir partager tout ça. C'est souvent des choses qu'on garde comme ça, qui nous animent, mais je trouve que ça fait du bien aussi de les partager à un plus grand nombre. Ouais, bah de quelque part me rendre visible aussi en disant ce qui est important pour moi. Donc merci pour ce temps, vraiment. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Je suis Sarah Conègre. Vous venez d'écouter le podcast Inspiration collective. Merci d'être là. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, partagez-le pour amener plus de soins et de collaboration dans le monde. À très vite!